Un des 5 axes du congrès de 2002 s'intitulait « Construire une culture commune ». C'est pour rencontrer cet objectif que l'enseignement catholique propose, depuis 10 ans maintenant, les universités d'été. Dans le retour en arrière que nous vous proposons, nous observons 2 grands mouvements. Le premier a pris acte du fait, probablement irréversible, que les écoles catholiques ne dépendaient plus des fondateurs congréganistes, diocésains ou paroissiaux. Le temps des fondateurs est passé. Aujourd'hui, c'est le temps des héritiers, des pouvoirs organisateurs laïques. L'héritage est donc cet esprit, ce projet pédagogique et éducatif, cet esprit particulier qui traverse les écoles d'une même congrégation, quel que soit l'endroit où elle se situe à travers le monde. Ce projet pédagogique et éducatif, dont les lignes directrices sont modulées selon les réalités locales. Le succès de l'enseignement catholique est important sociologiquement. Et dès lors, les écoles catholiques sont très pluralistes. Aussi bien du point de vue du public que du point de vue du personnel. Dans nos écoles, les directeurs seront-ils bientôt les seuls à porter le souci du projet éducatif et de la pastorale? Ou sera-ce l'affaire de quelques profs, le cercle des chrétiens disparus? Pire, cela pourrait reposer sur un seul, le prof de religion, le dernier catho de l'école. Ce pluralisme va inévitablement poser la question de la spécificité de l'enseignement catholique. Est-ce qu'il y a encore un sens à organiser un enseignement catholique ? C'est la seconde partie de la réflexion. Plusieurs universités d'été, ainsi que le congrès de 2012, ont creusé cette question. La réponse formulée en 2002 par Marcel Gauchet, un historien et philosophe qui se dit agnostique, est assez surprenante. Revisitez vos convictions, votre tradition. Il y a là un trésor auquel s'adosser. Et on n'éduque vraiment qu'en se référant. C'est un message majeur. C'est donc du passé que pourraient naître les racines de l'avenir. Avec des publics pluralistes et des personnels pluralistes, il faut se demander comment remettre les enseignants à l'aise avec l'enseignement de la religion et la dimension chrétienne de l'école. Il faut leur faire comprendre que l'école catholique est une école où la conviction chrétienne est mise en débat, fût-ce pour la discuter, la contester. L'action chrétienne, si elle a lieu, ne pourra plus se déployer dans le registre de la prescription, mais seulement dans celui de l'inscription, au sein d'un débat. Une des spécificités de l'école catholique, c'est de refuser ce que beaucoup de gens disent. Mes convictions ne regardent que moi et personne d'autre. Eh bien si, ça regarde tout le monde et ça mérite d'être discuté. Nous ne sommes ni les seuls, ni les derniers à les accompagner sur le chemin de leur humanité et de leur foi. Et il faut espérer qu'ils rencontreront d'autres que nous. Les universités d'été successives ont exploré d'autres pans du projet éducatif chrétien. L'analyse de François Dubay éclaire une autre facette. Comment faire pour les plus démunis ? C'est une interpellation évangélique au cœur de notre projet. François Dubay développe l'idée que l'école peut contribuer à la réduction des inégalités, mais ne peut pas tout faire. L'école ne peut pas produire une société juste. L'école doit produire une bonne école, c'est-à-dire une école relativement juste, et surtout, ce qu'on a beaucoup perdu de vue, une école qui éduque bien les gens. Les grandes périodes de réduction des inégalités scolaires ont été d'abord des grandes périodes de réduction des inégalités sociales. La même année, Pierre Merle confirme que recherche d'efficacité et souci d'équité peuvent se conjuguer. Souvent en France, peut-être aussi en Belgique, on associe l'équité, la réduction des écarts, à un nivellement vers le bas, à une moindre efficacité. Les recherches montrent l'inverse, et pour ce qui est de l'évaluation, il en est également de même. On constate que, assez naturellement, la dimension catholique des écoles reste une préoccupation et le restera sûrement encore à l'avenir. Une autre dimension fondamentale de l'enseignement catholique a aussi été travaillée. C'est celle qui définit l'école comme un projet culturel autonome. Plusieurs universités d'été se sont penchées sur quelques-uns de ces aspects. Premier aspect, l'école est une voie d'entrée dans un ordre culturel qui précède l'individu et qui lui survit. Artisans, nous savons que si c'est par notre volonté que nous avons acquis notre maîtrise, nous n'aurions pu y arriver seuls. Nous sommes des héritiers. Cet accès à l'ordre culturel suppose effort et construction. Il n'est pas possible spontanément. L'acte de transmettre ne concerne pas seulement le savoir. L'acte de transmettre concerne aussi la foi
la confiance dans la capacité de l'enfant à être responsable de lui-même et des autres. Face à ce défi, l'école se trouve parfois bien seule. C'est bien sûr un lieu commun de dire que les mutations profondes que présente l'institution familiale aujourd'hui ont significativement changé ce paysage et que l'école se voit contrainte de plus en plus de reprendre à sa charge un certain nombre de responsabilités dans le champ de l'éducation et de la socialisation de base, jusqu'à l'université. Le parent actuel est logé à la même enseigne que les parents depuis toujours. Sauf que le parent actuel devient parent dans un monde sans moindre repère et définitivement débarrassé des discours normatifs et des rituels. Il y a des dénonciations, il y a des culpabilisations des parents ou de l'école, mais je remarque une chose, jamais culpabilisation simultanée des deux. Ce n'est pas pour rien que cette 10e université d'été propose un voyage au cœur des relations famille-école. Deuxième aspect de l'école comme projet culturel autonome, l'école comme communauté de vie partagée avec d'autres. J'estime que l'enfant va à l'école pour rencontrer l'altérité. Une communauté où chacun a son rôle et où une relation d'autorité permet aux adultes de faire entrer les enfants dans l'univers de la culture. L'autorité, c'est celui ou celle qui ose et peut dire « nous » et parler au nom d'une collectivité. Cette relation ne va plus de soi. Elle demande à être réinventée. On est à un moment central puisque, en quelque sorte, nous pourrions dire que l'autorité n'a jamais été aussi précaire et qu'elle n'a jamais été aussi nécessaire. Je ne crois absolument pas au retour en arrière, pas du tout. Je crois qu'il faut que nous réinventions de nouvelles figures de l'autorité. Je crois qu'il faut que nous réinventions des façons de faire travailler nos enfants. Tout le monde est d'accord. L'autorité doit être maintenue et activée concrètement. L'autorité est d'ordre symbolique, mais elle doit pouvoir s'exercer concrètement, elle doit pouvoir obtenir l'effet escompté en tout cas. Faute de quoi, c'est plus l'autorité non plus. C'est au nom de quoi qu'on peut encore exercer l'autorité aujourd'hui ? Myriam Revaud-Dallon a proposé cette magnifique réponse. Elle dit « au nom de l'avenir ». Troisième aspect de l'école comme projet culturel autonome, l'école transmet des savoirs, des savoir-faire, mais elle doit aider les enfants à comprendre pourquoi et au nom de quoi elle le fait. La culture scolaire n'est pas une reproduction de la culture ambiante, elle sélectionne des choses qui sont dignes d'être transmises. On a trompé les jeunes gens en leur faisant croire que tout se valait. À l'heure d'aujourd'hui, où le sens peut parfois faire défaut pour soutenir et porter notre quotidien, parce que les convictions religieuses, idéologiques, philosophiques ont souvent perdu dans nos sociétés de consommation leur pouvoir de signification, la culture peut se révéler à cet égard d'une force véritablement agissante. Mais il faut pour cela que la culture soit nourrie par chacun d'un imaginaire fécond. C'est une exigence forte, l'enjeu est capital. Il y va du maintien chez les jeunes de l'idéal démocratique et du souci de continuer à créer du collectif dans un monde hyper individualisé. C'est à travers ce que vous pouvez enseigner que vous devez enseigner ce qui ne s'enseigne pas. L'école a le devoir d'être un lieu démocratique qui doit transmettre des valeurs universelles et des connaissances culturelles. Il nous appartient de mettre les jeunes en contact avec les formes artistiques les moins familières qui incluent le travail et l'exigence. La culture est quelque chose qui se crée dans ce mouvement où chacun y met du sien sans savoir trop quoi, et on crée quelque chose qui appartient à tout le monde. En forme de boutade, Freud affirmait qu'il existe 3 métiers impossibles : gouverner, psychanalyser, éduquer. Éduquer, est-ce un métier impossible ? Il est impossible d'éduquer sans s'éduquer moi-même. Et pour cela, nous avons besoin de croire dans les ressources infinies de chaque personne. Éduquer n'est pas le produit de forces anonymes ou d'une atmosphère. C'est le fruit d'une relation personnelle, d'une rencontre entre des adultes qui sont eux-mêmes et porteurs de convictions et des enfants ou des jeunes qui se cherchent et se construisent dans cet échange de relations et d'enseignements. Loin de partager le pessimisme de Freud, ses réponses sont surtout des messages d'espérance. Pour moi, l'école, elle est forcément de demain. Pas d'aujourd'hui, pas d'hier, elle est forcément de demain.
Elle doit être bienveillante. Elle doit être rigoureuse, strictement rigoureuse. C'est un lieu d'échange. Elle n'est pas statique. Elle réclame de l'imagination. Elle réclame des perspectives. L'éducation, c'est la preuve que nous aimons assez les nouveaux venus pour ne pas les rejeter de notre monde. Nous leur préparons une place. Nous les préparons à nous remplacer. Nous leur faisons confiance pour qu'ils recommencent notre monde.